Et lorsque l'on est confronté à des situations qui sont assez fortes, en fait, ce sont ces strates anciennes qui vont prendre les commandes et faire ce que, justement, dans beaucoup de formations, lorsque dans les premières années d'intervention et de formation que je pouvais faire, des personnes me disaient « Oui, mais il y a dans des situations, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher. » Bonjour Jean-Paul et merci de me recevoir à l'espace Transformation pour cette interview. Eh bien, bonjour Gabriel, et puis merci d'être venu à moi. Bah écoute, c'est avec grand plaisir. Tu sais que j'ai pu découvrir cette thérapie de l'enfant gigogne grâce à Corinne Chandanson que j'ai justement interviewée. D'ailleurs, je vous incite à aller voir cette interview si vous ne l'avez pas déjà vue. Elle nous parle aussi très bien de cette thérapie. Et j'ai eu l'idée, du coup, de rencontrer le fondateur, parce que, étant donné que c'est une thérapie qui m'a énormément aidé sur mon parcours, et notamment à me connecter à ce que j'avais profondément envie de faire au fond de moi. Donc c'est pour ça que je ne peux que en parler. J'en parle même d'ailleurs dans le livre que je suis en train d'écrire. On va parler de tout ça. Donc, est-ce que, Jean-Paul, tu peux te présenter et présenter ton école, ce que tu proposes déjà dans un premier temps? Eh bien, ça fait maintenant, on va dire, quelques années que, après avoir fait des études de psychologie universitaire, et en sortant de ces études-là, je me suis retrouvé avec un diplôme, mais un peu dépourvu au niveau des moyens pratiques, on pourrait dire, pour accompagner les personnes. Ce qui fait que j'ai ressenti tout de suite le besoin de vraiment me former. Et je me suis formé à la thérapie familiale systémique et à la PNL principalement, et puis après à d'autres approches plus émotionnelles. Et après ces formations, thérapie familiale et en PNL, j'ai exercé comme psychologue clinicien dans différentes structures, un service social qui était en relation avec le juge des enfants dans des situations familiales où il y avait des enfants qui étaient en difficulté. Et puis aussi, j'ai commencé à donner des cours de psychologie dans des écoles de formation initiale, école d'infirmière, école d'éducateur, école d'assistante sociale, école de conseillère en économie sociale et familiale. Ce qui fait qu'avec ces deux domaines, à la fois pratiquer en institution, en lien avec les institutions des secteurs éducatifs, sanitaires et sociaux, en lien donc avec les écoles, ça m'a permis d'avoir une vision globale du monde de la relation d'aide éducative, sanitaire et sociale. Et en fait, c'est par le biais de l'enseignement que je pouvais donner dans les écoles de formation initiale que j'ai commencé en fait à avoir des demandes par les professionnels pour se former à la thérapie familiale. Et donc c'est à partir de ces demandes que j'ai mis en place en fait mon organisme de formation. Donc la première année c'était en 1984 où j'ai mis en place une formation. À l'issue de cette formation, les personnes ont voulu continuer. J'en ai mis en place une deuxième, et puis ça s'est développé comme cela, mon activité de formation, de formateur, et où en parallèle, donc j'ai démarré aussi une activité, après un certain temps donc, d'expérience en institution, de démarrer une activité de psychothérapeute donc en consultation libérale. D'accord. Et quand tu parles de thérapie familiale, Oui. Qu'est-ce qui t'animait, toi, à vouloir aider ces familles, on peut dire ça comme ça? Et qu'est-ce qui t'a donné rapidement envie d'aider? Quelle était ta flamme, si on peut dire?
Ça a commencé en fait quand j'ai eu le déclic de me former comme psychologue. En fait, quand j'étais enfant, adolescent, peut-être principalement adolescent, quand on commence à prendre conscience de ce qui se passe autour de soi, j'ai le souvenir de ce qui me frappait au niveau des relations entre les personnes. C'était souvent les malentendus, les difficultés relationnelles que je pouvais constater entre les personnes et qui, lorsque j'étais un peu à l'extérieur, me semblaient découler d'incompréhension et de malentendus. Et je me disais, mais bon sang, tout ça, ça découle d'une mauvaise communication. Et c'est cela, en fait, qui m'a motivé après pour vouloir faire des études. Je me disais qu'en faisant des études de psychologie, j'allais tout comprendre de la communication. Au départ, j'ai été un peu déçu parce que dans les 2 premières années de fac de psycho, j'ai pas beaucoup eu l'occasion de découvrir des choses bien intéressantes sur la communication. C'était plutôt des statistiques, c'était plutôt la psychologie expérimentale, c'était plutôt la psychophysiologie, où d'ailleurs c'est fort intéressant, mais ça ne correspondait pas exactement à ce que je cherchais. Et j'ai eu la chance en 2e année de psycho d'avoir un prof, à l'époque ça s'appelait des chargés de cours, je ne sais plus si c'est exactement comme ça, chargé de cours qui donnait un enseignement en psychanalyse et qui a évoqué un auteur américain. C'est le titre du livre, c'est Une logique de la communication. Et pour moi, ça a été vraiment un coup de foudre intellectuel, parce que j'ai eu vraiment le sentiment de découvrir ce pourquoi j'étais venu en psycho. Et en fait, c'est de là qu'a découlé après tout mon intérêt pour l'approche systémique et pour la thérapie familiale. Ce qui fait qu'à partir de la 2e année de fac de psycho, j'ai lu tout ce qui pouvait exister en littérature sur la thérapie familiale systémique. Et donc à partir de là, la première des choses que j'ai faites quand j'ai eu mon diplôme de psycho, quand je suis sorti de la fac, c'est de chercher une formation en thérapie familiale systémique. Donc ce que j'ai fait, et où je me suis formé avec un thérapeute québécois, enfin, entre autres avec un thérapeute québécois qui avait été assistant d'une grande dame de la thérapie familiale qui s'appelle Virginia Satir. D'accord. Et donc, pendant plusieurs années, je me suis formé avec ce thérapeute québécois qui s'appelle Gérard Duceppe et qui est parti maintenant dans un autre monde. D'accord. Mais à qui je dois beaucoup au niveau de tout ce que j'ai pu apprendre aussi. Ça a été un coup de foudre intellectuel, vraiment, quand je l'ai découvert. Et après, en fait, la rencontre avec Gérard Duceppe, ça a été un coup de foudre là au niveau du cœur, vraiment au niveau de la rencontre humaine, hein, avec, comment dire, non seulement les Québécois ont une chaleur humaine bien connue, mais ce thérapeute plus particulièrement avait toute cette humanité dans ses interventions, aussi bien avec ses patients qu'avec les stagiaires qu'il pouvait accompagner. Et donc ça a été pour moi tout le début de tout un processus de formation, de cheminement personnel, de développement personnel. Et justement, aujourd'hui, tu es toi-même, enfin on peut dire même là, le lieu où on est, c'est un centre de formation. Tout à fait. Que tu m'as fait visiter, d'ailleurs merci, parce que vraiment c'est très 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 joli. On sent que les gens peuvent s'épanouir ici tout en apprenant, étant dans un endroit calme, serein. Donc aujourd'hui, quels sont les grands thèmes de formation que tu proposes? Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu veux en dire un petit peu plus? Les thèmes actuellement, la formation que je propose, l'axe principal, c'est une formation
pour permettre à des personnes, soit qui veulent faire une reconversion, soit à des professionnels de la relation d'aide qui veulent avancer dans leur travail, une formation donc de psychopraticien. Donc une formation complète avec plusieurs unités de formation, qui sont une unité de formation justement de thérapie familiale systémique, une unité de formation en PNL, une unité de formation aussi à la psychopathologie appliquée à la psychothérapie, et une unité de formation autour du travail sur les états modifiés de conscience, en particulier au travers de la respiration et de techniques de respiration qui permettent d'accéder à des états particuliers de conscience qui on va dire, permettent, entre autres, de voyager dans, je dirais, l'espace-temps de notre mémoire, et donc de retrouver des choses qu'en état de conscience ordinaire, auxquelles on ne peut pas accéder, mais de retrouver des vécus et des marquages traumatiques qui sont en lien avec la toute petite enfance, la naissance et la vie intra-utérine. Ce qui fait que en travaillant avec ces états particuliers de conscience, on peut aller vraiment à la source de ce qui est à l'origine des difficultés de vie qu'on peut rencontrer à différentes périodes de nos vies. Alors complètement, c'est ce qu'on parlait un petit peu tout à l'heure. Moi, j'ai beaucoup aimé cette notion de strate. Ça m'a beaucoup parlé. Alors justement, est-ce que tu peux reparler de comment est née justement cette thérapie de l'enfant gigogne, telle que tu m'as un petit peu expliqué tout à l'heure, parce que j'ai vraiment trouvé l'exemple très parlant, quand tu disais que des individus peuvent être confrontés à certaines problématiques, qui pensent en fait que simplement, peut-être avec certaines affirmations positives, on pourrait juste débloquer certaines choses, mais malheureusement, comme tu me l'as expliqué, c'est beaucoup plus loin en fait, quoi. Il faut aller chercher beaucoup plus loin. Ben, oui, peut-être avant même d'aborder la question de comment m'est venu le concept d'enfant gigogne, je crois que toutes les personnes qui soit font un travail de développement personnel, soit un travail de thérapie, peuvent à un moment donné constater que à un moment donné, on arrive à une limite quand le travail que l'on fait avec des prises de conscience qui peuvent être très intéressantes, avec des changements au niveau de la vision du monde que l'on peut avoir, avec un élargissement, on pourrait dire, de notre vision, une ouverture, une plus grande ouverture dans la relation aux autres, et tous les concepts qu'on peut retrouver dans les approches, on pourrait dire, diverses de développement personnel, tant que ça reste intellectuel, et on peut très bien le comprendre, et on peut très bien avancer, mais à un moment donné, lorsque dans nos histoires de vie, il y a eu des moments qui ont été très douloureux, que ce soit dans la petite enfance, et encore plus au moment de la naissance, et encore plus au moment de la vie intra-utérine, ces strates-là, avec ce qui s'est enquisté, on va dire, elles ne peuvent pas être atteintes par les choses que l'on apprend intellectuellement. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, dans certaines situations, notre état de conscience, on pourrait dire, de la personne présente, ne va pas pouvoir gérer ces strates très anciennes. Et lorsque l'on est confronté à des situations qui sont assez fortes, en fait, ce sont ces strates anciennes qui vont prendre les commandes et faire ce que, justement, dans beaucoup de formations, lorsque, dans les premières années d'intervention et de formation que je pouvais faire, des personnes me disaient « Oui, mais il y a dans des situations, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher. » Et donc,
confronté à ces questions, parce que je pouvais présenter justement au niveau de la communication, comment communiquer sainement, comment, on pourrait dire, les principes fondamentaux de la communication non violente, et qui sont tout à fait intéressants. Mais on voit bien que même en les connaissant très bien, même en pratiquant et en s'exerçant, il y a toujours un moment donné où ça ne va pas fonctionner. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Tout simplement parce qu'il y a un foyer émotionnel très ancien qui est réveillé, et où là, les couches les plus récentes de ce que l'on a pu apprendre ne sont plus opérationnelles. Donc ce sont ces couches très anciennes qui prennent les commandes. Et pour expliquer cela, donc à ces questions qui m'étaient posées dans les formations, un jour il m'est venu l'image, la métaphore des poupées gigognes, et en expliquant que en fait il y avait en chacun de nous des nous-mêmes blessés du passé qui pouvaient se réveiller, d'où la métaphore des poupées gigognes. Et donc à partir de là, au fil des années, au fil des questions que je pouvais avoir aussi dans les formations, j'ai développé ce concept de l'enfant gigogne pour et à la fois accompagner les personnes, leur permettre de comprendre ce à quoi elles pouvaient être confrontées, que dans ces situations-là où vous pouvez dire mais j'ai aucune raison de réagir comme ça, et en même temps c'est plus fort que moi, leur permettre de comprendre que en fait à ce moment-là c'était pas elles-mêmes dans leur niveau de conscience présente qui répondait, on pourrait dire émotionnellement et comportementalement, mais un enfant blessé du passé. Et à partir de là, et à partir de toutes les formations que j'avais pu faire, moi, en tant que participant, les différentes approches auxquelles j'avais pu me former, j'ai commencé à développer une pratique qui permette d'accéder à ces expériences très anciennes pour pouvoir dissoudre en fait les émotions et aussi les croyances qui avaient pu s'enquister à ce moment-là et qui, restimulés, réveillés par des stimuli de la vie présente, un peu comme un volcan, se réveillait et puis se faisait irruption. Et donc, en ayant la possibilité de reconnecter ces foyers émotionnels traumatiques qui peuvent aussi bien être de la toute petite enfance, c'est-à-dire avant la barrière amnésique des 2-3 ans, ou parce qu'un traumatisme plus tard a été trop violent et qu'il a été refoulé aussi. Hein. Et donc, de pouvoir accéder à ces expériences douloureuses, traumatiques de la petite enfance ou de la naissance, qui est une expérience qui est très difficile pour chacun de nous et pour qui pour certains c'est encore plus difficile et très traumatique. Et puis aussi de la vie intra-utérine avec des situations qui, nous, de l'extérieur, maintenant qu'on a tout oublié, peuvent nous paraître anodines, mais des moments comme celui où la maman prend conscience qu'elle est enceinte et l'état émotionnel dans lequel elle peut être à ce moment-là est quelque chose qui peut être très fort et très marquant pour le bébé, suivant qu'il se sent accepté, bienvenu ou encombrant ou tellement encombrant qu'on voudrait qu'il ne soit pas là. Ouais. Et puis il y a plein d'autres expériences de la vie intra-utérine qui peuvent être difficiles et douloureuses. J'ai pu constater que une des expériences avec celle des traumas sexuels dans l'enfance et dans la petite enfance, c'est celle au cours de la vie intra-utérine de la perte d'un fœtus jumeau. Ouais. C'est parmi les expériences les plus douloureuses et qui ont les conséquences après dans la vie des personnes les plus importantes. C'est très impressionnant de voir quand une personne reconnecte un moment comme cela du départ d'un fœtus jumeau, combien c'est quelque chose
de fort, de douloureux, et combien ça a pu être marquant. Et quand c'est reconnecté, et quand on fait un travail à partir de là pour dissoudre ce qui s'est enquisté à ce moment-là, combien c'est libérateur après pour la personne. Complètement. Ouais. Je l'ai vécu, donc j'ai même lu le livre Le syndrome du jumeau perdu, Oui, qui est très bon d'ailleurs. Très intéressant. Ouais. Ok, alors tiens, justement, je vais rebondir tout de suite parce qu'on parle de cette thérapie. On a des livres ici. Tu as écrit 3 livres. Donc, est-ce que tu peux nous dire succinctement en fait, parce que alors pourquoi 3 d'ailleurs, tiens, parce que c'est que ça a évolué ou Pourquoi 3 je vais envie de dire parce qu'ils se sont imposés comme cela. Ouais. Le premier qui est celui de l'enfant gigogne, qui a été l'occasion de rassembler justement tous les concepts et tout le cadre, on va dire, théorique et métaphorique qui s'est construit comme ça au fil des années, et où j'ai ressenti le besoin de rassembler cela à travers aussi de nombreux exemples, je crois. Et le fait d'avoir pu déposer cela par écrit, je pense que ça m'a permis aussi de peut-être me libérer la tête pour passer à autre chose. Donc l'enfant gigogne, je l'ai écrit en 2003, et après 7 ans après, c'est imposé à moi d'écrire Au cœur des relations d'aide, qui est un livre très, on va dire, de méthode, très pratique, principalement pour les professionnels de la relation d'aide. D'accord. Qui développe un certain nombre de repères sur comment accompagner des personnes par rapport aux difficultés qu'elles peuvent présenter. Un livre qui est particulièrement intéressant aussi pour tous les professionnels de la relation d'aide et les travailleurs sociaux par rapport aux situations auxquelles ils peuvent être confrontés, et où d'une certaine façon les situations auxquelles ils peuvent être confrontés sont bien souvent beaucoup plus difficiles à accompagner que les situations qu'on peut avoir en cabinet. Parce qu'en cabinet, les personnes qui viennent, elles viennent avec une demande. Alors que les professionnels qui travaillent dans des institutions, les éducateurs, les assistantes sociales, ils n'ont pas forcément des personnes en face d'eux qui ont une demande. Et donc ça exige une autre forme d'accompagnement, une autre forme de communication, et c'est ce que j'ai développé dans ce livre. Justement grâce on va dire à cet éventail de terrain que j'avais pu avoir quand j'ai démarré mon activité de jeune psychologue. Et puis, après, bien, c'est imposé 7 ans plus tard, donc en 2017, le 3e livre qui est justement Tout se joue avant la naissance. Ouais, le titre parle beaucoup. Voilà. Et qui aussi est le fruit, d'ailleurs les 3 livres sont le fruit de tout ce que j'ai eu la chance d'avoir comme cadeau de la part et des personnes que j'ai pu accompagner en formation et en thérapie, où j'ai eu le cadeau d'avoir l'ouverture de leur intériorité et de pouvoir justement connaître à partir de l'accompagnement et de la confiance qu'ils ont pu m'accorder, d'ouvrir leur cœur et toute leur histoire et leur intimité la plus sensible. Et en fait, c'est vraiment comme cela, au travers de ce que les personnes ont pu me confier, que j'ai pu vraiment apprendre et après pouvoir conceptualiser aussi et le résumer aussi dans ce dernier livre, Tout se joue avant la naissance. D'accord. Donc aujourd'hui, tu formes maintenant des thérapeutes à cette discipline. Voilà. Donc qui viennent ici à l'Espace Transformation, c'est voilà, ça? Oui. Donc actuellement, l'orientation principale de mon activité de formation justement tourne autour
de la formation de psychopraticien, donc une formation complète, avec comme, on pourrait dire, fer de lance, la thérapie enfant-gigogne, qui est l'outil qui permet vraiment aux personnes qui se forment d'avoir un outil très, très pratique qui permet d'accompagner des personnes en consultation vraiment au plus loin de là où il me semble actuellement on peut aller, c'est-à-dire la toute petite enfance, la naissance, la vie intra-utérine, y compris les tout débuts de la vie intra-utérine, où sont les marquages les plus importants et les plus déterminants pour toute la vie future. Donc, on pourrait dire, toute cette formation, l'unité de formation, on pourrait dire, phare de cette formation de psychopraticien, c'est la thérapie enfant-gigogne, où en général je propose de faire cette unité de formation justement à la fin de tout le cycle, parce que toutes les autres unités préparent le terrain pour avoir tous les éléments, on pourrait dire, de compréhension de ce qui se travaille et pour vraiment comprendre à la fois les éléments conceptuels, méthodologiques et techniques que j'ai développés dans la thérapie enfant-gigogne. D'accord. Alors aujourd'hui, comment peut-on te trouver, Jean-Paul? On mettra les liens sous les vidéos, ouais. Mais tu as un site internet, alors comment ça se déroule? Eh bien oui, il y a le moyen le principal, on va dire, actuellement, c'est le site d'Espace Transformation. Donc, tapez Espace Transformation. Et puis là, on voit toutes les formations que je propose, donc toutes ces unités de formation et la thérapie enfant-gigogne. D'accord. Je crois que tu as une chaîne YouTube aussi, où il y a des interviews. Il y a des interviews, oui, de personnes qui... Alors, je préfère parler de personnes qui ont fait une démarche en thérapie plutôt que de patients, parce que ça les réduit à quelque chose, alors que ces personnes sont bien plus que, mis à part des fois d'être patients au sens premier. Mais donc, je préfère parler de personnes que j'accompagne. D'accord. Et donc, oui, des interviews de personnes que j'ai pu accompagner, des interviews de personnes qui ont été accompagnées par des thérapeutes qui pratiquent la thérapie enfant-gigogne que j'ai formée, et puis aussi des interviews donc, de thérapeutes qui pratiquent la thérapie enfant-gigogne, comme par exemple Corinne Chandanson que tu connais. Effectivement. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire? On va bientôt clôturer cette interview. Le dernier mot, ça serait tout simplement merci à toi, merci à toutes les personnes qui, sur mon parcours, m'ont fait confiance, les personnes que j'ai eues en formation, les personnes que j'ai eues en consultation, parce que comme je le disais, j'ai j'ai tout appris avec elles. Et puis, on va dire, merci à la vie. Ok, merci Jean-Paul, en tout cas encore une fois de plus pour cette interview, c'était vraiment riche d'enseignements. On se retrouve comme à l'habitude lundi prochain et Jean-Paul vient nous prouver encore une fois de plus quelque chose, c'est que toute évolution provient d'une action. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao.